Aïsononko Djei Moyoeba, au canton et Corité dans le département d'Unité Mabitam, 19h30. C'est la même heure à travers le territoire national. Bienvenue à cette édition d'information du soir sur TVS, la télévision Chekina. Nous commençons par le social et nous allons d'abord du côté de la société gabonaise de transport Sogatra, où le syndicat des acteurs du transport terrestre a tenu ce matin une grande assemblée générale au sein de l'entreprise. Il s'agissait de faire le compte rendu, sinon le bilan à mi-parcours du comité de restructuration de cette entreprise. Pierre Parfait Mbadikoum. Ce qu'il faut retenir, la rencontre du jour, c'est simplement une assemblée générale explicative. Une assemblée générale explicative sur laquelle nous avons retenu deux points. Deux points étant inscrits à l'ordre du jour, à savoir le compte rendu en mi-parcours des travaux du comité ad hoc de restructuration mis en place par Monsieur le ministre des Transports, en la personne de M. Justin Moulangol. Et le deuxième point, c'était celui des salaires. Bien, ce qu'on peut retenir simplement déjà du premier point, à savoir le compte rendu en mi-parcours des travaux du comité de restructuration, c'est ce que nous avons donné comme information aux collègues, aux camarades, c'est simplement leur préciser des avancées significatives, déjà sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan du recensement du personnel. Déjà sur ces points-là, ce qu'on peut retenir, déjà parlons du technique, jusqu'à un passé récent, il y a un mois, lorsque le comité ad hoc a été mis en place, nous étions pratiquement à un parc presque mort, avec un nombre de 6 bus. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement à près d'une cinquantaine de bus. Déjà, là, je dis que c'est encourageant. Et également, le fichier du personnel a été revu. Donc, sur les supposés 1091 agents, nous pouvons déjà, entre griffes, vous dévoiler que ce n'était que fausse rumeur, parce que de ce que nous décelons aujourd'hui, c'est simplement une magouille qui se faisait par nos différents responsables, directeurs d'exploitation et ses compagnons qui ont été suspendus quant à la manipulation justement de ces fichiers du personnel qui étaient justement en dents de scie, où on retrouvait ma foi des collègues décédés encore sur ce fichier, des collègues démissionnaires, alors qu'il fallait justement revoir cela, d'où ces derniers, ce travail nous a amené simplement à réaliser qu'au lieu de 1091 agents, de manière un peu scellée, je peux vous dire que il n'en est rien de tout ça. Nous n'atteignons même pas 1050. Donc c'est déjà une avancée, mais au moment venu, nous vous déclarerons les chiffres exacts. Et là aussi, au niveau finance, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque le comité ad hoc a été mis en place, il n'y avait plus rien dans les caisses de l'entreprise, partant de nos deux comptes au niveau de la CDC, et nos comptes bancaires, parlant des BGFI, BICIG, EcoBank. Et là, nous avons encore déjà, avec les recettes d'exploitation, recommencé plus ou moins à approvisionner nos comptes selon nos recettes d'exploitation. Donc déjà à ces niveaux, il faut déjà retenir qu'il y a une avancée, les lignes bougent, et que également au niveau déjà du personnel, également, il y a une remotivation. C'était Rodrigue Tsanga, président du syndicat des acteurs de transport terrestre du Gabon à la Sogatra. Il était au micro de Pierre Parfait Mbadikoum. Nous restons toujours avec Pierre Parfait Mbadikoum pour parler encore de l'activité syndicale avec les régies financières du Gabon, désormais regroupées au sein d'un nouveau mouvement dénommé l'USP, l'Union sacrée pour la patrie. Plusieurs syndicats de ces régies financières approuvent les mesures d'austérité prises par le gouvernement de la République. C'était à la faveur d'une déclaration faite ce matin à la Chambre de commerce de Libreville. À la Chambre de commerce de Libreville, plusieurs syndicats autonomes de fédérations de syndicats et intersyndicales pour la défense des travailleurs du secteur public gabonais se sont déclarés aujourd'hui en faveur des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Regroupés au sein d'un nouveau mouvement dénommé Union sacrée pour la patrie, ils scandent l'intérêt de la nation. De ces adhérents, l'USP salue les mesures dites d'austérité qui passent entre autres par la maîtrise de la masse salariale, l'audit réel, efficace et sans complaisance des effectifs de la fonction publique, l'assainissement du fichier des pensions de retraite et du fichier
de la main-d'œuvre non permanente. Ce, avant l'application d'une décote dégressive à ceux parmi nous qui gagnent gros, tout en protégeant les plus bas salaires résultant de la mise en place en 2015 d'un nouveau système de rémunération. Une prise de position diamétralement opposée à celle de certaines centrales syndicales, telles que Dynamique Unitaire, qui clament que le peuple n'a pas à payer le prix des errements de nos gouvernants. Pour ne citer que ceci, l'USP marque son étonnement sur les réactions des collègues syndicalistes qui aujourd'hui fustigent ce qui hier constituait l'essentiel de leur chapelet de revendications sociales lors des assises sociales de novembre 2015 d'Angondje. Nous, partenaires sociaux de premier rang en matière de rémunération, notre mouvement appuie le gouvernement de la République sur la question du manque de démocratie syndicale qui a entraîné aujourd'hui certains leaders syndicaux à se momifier, empêchant ainsi le renouvellement des acteurs syndicaux, donnant ainsi à certains d'entre nous le statut de membre permanent en violation de la loi 1892 régissant la vie syndicale. L'heure aujourd'hui n'est pas à la recherche du coupable de cette situation chaotique, estime l'USP, qui invite l'ensemble des fonctionnaires à une assemblée générale de clarification et d'explication des mesures d'austérité prises par le gouvernement de la République en vue du redressement de notre économie en accord avec les partenaires au développement afin d'éviter à notre pays une aventure à haut risque que personne ne peut garantir l'issue à ce stade de notre histoire. À la Chambre. Les mesures d'austérité, nous parlons encore alors que les syndicats de régie financière du Gabon saluent ces mesures. D'autres acteurs de la société civile et même certains partenaires sociaux rejettent ces mesures et exigent du gouvernement le retrait de celles-ci et demandent à ce que ceux qui ont détourné les deniers publics soient condamnés. Ephraim Biyogedzo. Les mesures d'austérité telles qu'arrêtées par les plus hautes autorités sont loin de faire l'unanimité. Du côté de la classe moyenne, c'est le premier constat qui se dégage quelques semaines après la mise en application de cette mesure, beaucoup n'étant pas mêlés à la déroute financière que connaît actuellement le pays. Depuis lors, la société civile ne cesse de se faire entendre pour exiger l'abolition de cette mesure sur certains agents publics reconnus à tort d'avoir bénéficié du boom économique national, l'âge doré qui aurait dû profiter à la nation tout entière de jouir de ses richesses, mais hélas, le constat est plus qu'alarmant. Dynamique Unitaire, il y a quelques jours, orientait déjà le gouvernement sur les quelques pistes de solutions lors d'une assemblée générale. De l'autre côté, l'USAP, l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée, est montée très vite au créneau pour relever à son tour les dysfonctionnements de cette mesure. Le président de cette entité souhaite notamment la dissolution de certaines institutions et autres agences qui sont des véritables gouffres à sous. Il s'agit de la suppression de toutes les agences qui s'arrogent la mission régalienne des services publics et dont le traitement social des agents n'est pas celui du régime public. La suppression de la commission pour la protection des données à caractère personnel dont les missions relèvent du ministère de l'administration du territoire. La suppression de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. La suppression du décret 12 qui fixe la solde forfaitaire dont le poids sur la masse salariale est énorme. La suppression des baux administratifs et la construction des immeubles administratifs. Le regroupement de certains ministères et entités administratives. La suppression de la médiature de la République, du Conseil national de la démocratie et du Sénat. La suppression du poste de haut représentant du président de la République, du Centre gabonais d'élection pour en faire un organe ponctuel à convoquer uniquement en période électorale. La liste n'est pas exhaustive. À l'heure où nous en sommes, aucune sérénité n'est de mise dans la distribution des documents liés à la présence au poste des agents publics. Des responsables des départements s'illustrent en cette circonstance de façon négative. Les règlements de compte sont légion sur des individus qui n'ont que pour seul objectif justifier leur présence au poste
et pouvoir obtenir leur bon de caisse, cette mesure, qui n'est pas la bienvenue, serait-elle une option de trop pour ceux qui détiennent les leviers de l'État pour précariser davantage un peuple qui, au départ, est très mal loti? Les mesures d'austérité, outre l'assainissement des finances publiques et la réduction du train de vie de l'État, ces mesures cherchent entre autres à débusquer les fonctionnaires fantômes, une expression courante dans l'administration gabonaise depuis plus de 2 décennies. Notre rédaction, en s'intéressant à cette expression, a recherché le profil que devrait présenter en réalité un fonctionnaire fantôme. Entre autres objectifs visés par les mesures d'austérité, il y a la détermination de débusquer les fonctionnaires fantômes. Fonctionnaires fantômes, nul n'avait jusque-là expliqué pourquoi sont-ils fantômes, et lorsqu'il faut apporter des précisions sur leur aspect fantomal ou fantomatique, il se glisse des erreurs de qualification. En effet, la confusion se base sur l'absentéisme d'un agent de l'État, c'est-à-dire constamment absent à son poste de travail pour des raisons justifiées ou injustifiées. Mais au Gabon, depuis le régime de Omar Bongo jusqu'à celui d'Ali Bongo, on enregistre une autre catégorie d'agents de l'État, ceux payés régulièrement par le contribuable, mais qui n'ont ni formation, ni prérogative, ni prédisposition à exercer une fonction administrative. Ces agents vivent bien que parfois dans leur village ou maison en milieu urbain, ni parents, amis ou connaissances ne les reconnaissent comme agents de l'État parce qu'eux-mêmes n'en parlant pas. Alors, de qui de celui qui est agent de l'État, remplissant tous les critères, occupant une fonction parce qu'il le mérite, mais plongé dans l'absentéisme millénaire, ou de celui qui n'a rien fait, mais agent de l'État par le biais d'une tierce personne qui l'aurait fait bénéficier un poste budgétaire, bien que menant ses activités de pêche, de chasse ou de la mécanique, voire une activité commerciale, au village ou en ville, dans son quartier, est fonctionnaire fantôme. Le second cas de figure pourrait bien être un fonctionnaire fantôme au sens fantomatique. Ces combinaisons frauduleuses siphonnant les caisses de l'État auraient été maintenues jusqu'au déclenchement des mesures actuelles dites d'austérité. Et cela donne un effet cosmétique car on cherche à endiguer un mal dont on esquive de rechercher préalablement les causes ou origines. Comme le dit bien un adage, s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. De même, s'il y a co-auteur d'un acte ou d'un délit, l'auteur n'est pas souvent loin. Alors les fonctionnaires fantômes le sont-ils devenus d'eux-mêmes? Qui les a fait fonctionnaires fantômes? Pour quel intérêt clanico-économique ou politico-social partagé? Aussi longtemps que ces questions ne seront pas élucidées, les mesures actuelles pourraient avoir l'effet d'un cheveu dans la soupe, donc sans impact, parce que le mal n'aura pas été traité à la source, comme quoi un pansement posé sur une plaie non nettoyée n'est qu'un trompe-l'œil. À l'intérieur du pays, particulièrement à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, plusieurs vendeurs de poissons du débarcadère d'Isaac tentent de redonner à celui-ci son plus beau visage à travers une opération de nettoyage et de curage des caniveaux. Le reportage d'Ephrem avec nos confrères de TVS Moyen-Ogooué. Face à l'insalubrité et la pollution qui pullulent et envahissent la zone du débarcadère d'Isaac, lieu prisé et fréquenté par des milliers de compatriotes, de résidents ou de passage, dans la ville du Grand Blanc, plus exactement Lambaréné, les jeunes revendeurs ont initié une opération de nettoyage, ce malgré le manque suffisant des moyens matériels. Ils restent déterminés à faire de ce lieu un espace où il fait bon vivre. C'est une très bonne action. Je crois que tous, autant que nous sommes, pas forcément les autorités publiques, mais les citoyens qui aiment ce pays, nous devons tous nous organiser pour que ce genre d'action soit pérenne. Sinon, accompagner les jeunes pour qu'ils puissent mieux gérer leur environnement. Puisqu'il est question de l'embellissement de l'environnement de bon nombre de concitoyens, un spécialiste chargé de ce type de problématique n'a pas manqué de se joindre à cette activité, laquelle vise aussi à pouvoir lutter contre plusieurs fléaux, la préservation de l'environnement qui passe par la lutte contre les déchets qui gangrènent plusieurs villes du pays, notamment les gaz à effet de serre. Nous nous débrouillons avec le matériel que nous avons. Ça fait que nous-mêmes d'abord, nous débarcadères, nous faisons des cotisations sur du matériel, une pelle, 2 pelles, 3 pelles, 4 pelles, et nous faisons avec. Vous avez vu, il y a plein de 2 pelles, 3 pelles, ou bien 2 boîtes. Ça fait que ce matériel-là, c'est nous qui les achetons. Maintenant, par rapport à ça, je demande encore et nous demandons encore en retour aux autorités de la place de nous fournir du matériel.
pour que en retour, ce Bakada soit propre. En période de vacances, ils sont jeunes, dont les âges varient entre 13 et 20 ans, et même au-delà, qui occupent ce site pendant cette période de saison sèche ou simplement scolarisés. Le message que je lance aux jeunes de mon âge, je les encourage aussi de travailler aussi comme moi. Pour combien de temps cet espace commercial gardera-t-il son allure d'antan, faute de bonne volonté et d'une absence remarquée des autorités municipales qui peinent à rétablir l'ordre sur ces débarcadères, du moins très fréquentés? Nous restons dans le Moyen-Ogooué et parler cette fois-ci des examens de fin d'année avec l'affichage des résultats dans les différents sites. Parents d'élèves et élèves ont pris d'assaut ces différents sites afin de s'imprégner des résultats de fin d'année, mais on note toutefois une baisse du pourcentage comparativement à l'année précédente. Maria Lecom, image TVS Moyen-Ogooué. À l'annonce des résultats, élèves et parents d'élèves se sont agglutinés devant le tableau d'affichage, chacun cherchant à tout prix son nom ou celui de son enfant. Le Moyen-Ogooué aura enregistré, pour le compte du brevet d'études du premier cycle et du certificat d'études primaires, respectivement 59,36% et 59%. En ce qui concerne le CEP, nous avons présenté 1766 candidats inscrits pour 1732 présents et on a eu 1022 admis, et ce qui nous a donné un pourcentage de 59%. En ce qui concerne le BPC, nous avons présenté 1512 candidats, 43 absents, 1469 présents pour 872 admis, ce qui nous a donné un pourcentage de 59,36%. Des résultats en baisse comparativement à l'année dernière, a reconnu le directeur d'académie provinciale adjoint, en apportant bien évidemment quelques raisons ayant pu conduire à cette régression. Nous avons eu 78,60% l'année dernière ou 59,36% cette année. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de BPC, on peut quand même donner comme un facteur explicatif, n'est-ce pas, de cette baisse, le retour aux coefficients normaux. Voilà, parce que l'année dernière, c'était le coefficient était homogène, un dans chaque matière. Ça donnait donc la chance à tous les candidats, n'est-ce pas, de s'admettre. Là, nous sommes revenus au coefficient hétérogène, où le français et les mathématiques prédominent, ce qui explique ces résultats. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Bien qu'étant en baisse, ces résultats sont satisfaisants. Certains admis n'ont pas caché leur joie. C'est une joie pour la famille, c'est une joie pour ses amis et tout le lycée en joie. J'ai eu mon BPC, c'est merveilleux, c'est... Voici à présent l'actualité hors de nos frontières. Au Nicaragua et au pouvoir depuis plus de 20 ans, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, fait face à une contestation sociale sans précédent. De la révolution sandiniste au dictateur, voici quelques extraits du parcours de Daniel Ortega retracé par nos confrères de la presse internationale. Le fils d'un cordonnier devenu héros révolutionnaire. Dans les années 60, Daniel Ortega rejoint le Front sandiniste de libération nationale, mouvement de gauche qui va chasser du pouvoir la dictature dynastique de la famille Somoza. Il dirige ensuite la révolution sandiniste de 1979 à 1990, combattant les Contras, ces groupes armés anticommunistes financés par les États-Unis. Ortega devient président en 1985, mais son premier mandat est marqué par la poursuite de la guerre civile et il est battu dans les urnes 5 ans plus tard par Violeta Chamorro. Il troque ensuite ses tenues militaires pour des chemises blanches et remplace les slogans marxistes par des propositions plutôt libérales, ce qui lui permet d'opérer un retour victorieux en 2006, enchaînant depuis 3 mandats consécutifs. Sous sa présidence et grâce à sa relation privilégiée avec les dirigeants des grandes entreprises, le Nicaragua connaît une croissance annuelle de 4,2%, l'un des plus hauts de la région. Mais les opposants voient en lui un autocrate élu. Ils l'accusent d'avoir placé ses amis dans les tribunaux, les médias et la police, et de fraude électorale. Depuis la nomination de sa femme Rosario Murillo comme vice-présidente, ses détracteurs craignent un verrouillage du pouvoir. Des mois de manifestations et de répression ont affecté l'économie et l'association des entreprises privées du pays juge désormais que leur alliance avec Ortega était une erreur.
De la contestation, il y en a aussi en Irak. À Bassora, par exemple, les manifestants occupent toujours la rue. Ils protestent contre la vie chère et exigent les meilleures conditions de vie et de travail. Reportage. Irakienne a fini par disperser la foule des manifestants. Ils étaient 250 mardi à bloquer l'entrée de la raffinerie de Zouber à une vingtaine de kilomètres de Bassora au sud du pays. La veille, non loin de là, des hommes avaient installé un barrage pour bloquer cette fois une importante raffinerie de gaz. Des sites industriels stratégiques pour réclamer une meilleure distribution des richesses du deuxième producteur de pétrole de l'OPEP, aussi grand fournisseur gazier. À Bassora, ils étaient des centaines à rejoindre ces funérailles pour enterrer une des victimes des manifestations. 6 mois après l'annonce en grande pompe par les autorités de la victoire contre l'organisation État islamique, ces manifestants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et dénoncent la corruption. Nos demandes sont très simples. Nous demandons de l'eau potable. Il y a trop de chômage, nous demandons plus d'emplois. Et au lieu de main-d'œuvre étrangère, nous demandons l'embauche d'habitants de Bassora. Le gouvernement, lui, tente de calmer la situation. Nous écoutons les plaintes de toutes les composantes du peuple irakien sur les services et sur leurs souffrances, sur le besoin d'allouer suffisamment de fonds aux projets d'eau et d'électricité, sur la nécessité de trouver des emplois pour les jeunes. Vendredi, le Premier ministre irakien s'est rendu à Bassora, là où la contestation a débuté au mois de juillet. Il a promis de débloquer une enveloppe de 3 milliards de dollars pour la province, une annonce qui n'a pour l'instant rien changé. Du sport à présent, première escale, Sotega dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. De ce côté a été lancée la 2e édition de la caravane Moana Foot. L'objectif par les organisateurs étant de sensibiliser les adolescents sur l'importance de l'école dans le monde du sport. Ulrich Simaela. La 2e édition de la caravane Moana Foot, initiée par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, en partenariat avec l'Association pour la promotion du Maracana et des disciplines associées, a débuté hier par le quartier Sotega. Cette caravane qui fera le tour des communes de Libreville, Ovendo et Akanda permet de faire une sensibilisation sur l'importance des études au sein du football. Cet événement concerne les jeunes dont l'âge varie de 8 à 15 ans. 8 équipes sont enregistrées dans chaque site. Les rencontres se jouent en une durée de 2 fois 10 minutes et avec les petits goals. À l'étape de Sotega, la finale s'est jouée entre le FC Enfer et Ballon d'Or. Après un score vierge de 0 but partout, au terme du temps réglementaire, les deux formations sont passées à la séance des tirs au but et c'est l'équipe du FC Enfer qui est sortie vainqueur en faisant 3/3 à la séance des tirs au but et remporte cette 2e édition sous une émotion incontrôlable. Le président du Promada, André Obam Ondo, très satisfait par l'engouement manifesté pour cette édition. Il fait partie d'une discipline associée et c'est à cet instant que nous avons signé un partenariat avec cette FEG pour pouvoir mettre en exergue leur slogan école 8, mais école 8, football 8, école d'abord. Donc c'est pour cela que nous avons fait ce partenariat entre eux et nous. Je vois qu'il y a beaucoup d'engouement. Sotega est un point phare. Parce qu'à la première étape, il y avait peut-être 300 personnes. Là, aujourd'hui, on a eu plus de 400 personnes qui ont assisté à cette première étape de la caravane qui va prendre 5 quartiers de Libreville. Madame Liokadi Nzam, en tant qu'ancienne footballeuse, n'a pas caché son sentiment de voir la gente féminine inclue dans les initiatives de ce type. Au-delà du spectacle, vraiment des jeunes qui sont sortis de très loin, on a assisté à un bon spectacle. Mais ce que je déplore un tout petit peu, c'est que le football des jeunes, ce n'est pas seulement celui des garçons. Il faut parfois penser à la gente féminine quand on organise de telles choses. Autant vous avez vu nombreux garçons, autant on pouvait enregistrer beaucoup de filles. Donc dans le message du départ, je voudrais qu'on lance à l'appel aux jeunes de deux sexes, c'est-à-dire les filles et les garçons. Et pour dire aux autorités, au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que les jeunes ont soif de ce genre d'événements. Il faut les multiplier, il faut que, indépendamment du fait que les sociétés ou bien les associations isolées les organisent, que l'État lui-même mette les moyens derrière parce qu'effectivement les jeunes ont soif de ce genre de manifestation. L'expérience de certains anciens footballeurs doit servir d'exemple aux plus petits.
Vous savez, la caravane Moana Foot, nous sommes à la 2e édition. Et vraiment, tout ce que l'on fait pour les jeunes, vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. Vous savez, la thématique, c'est football, oui, mais école d'abord. Donc, on essaie de mettre ça dans la tête des jeunes, des enfants. C'est vraiment bien. Et puis, moi, je suis vraiment bien placé pour ça parce que, vous savez, moi, j'ai été footballeur professionnel. J'ai eu la chance, avec la grâce de Dieu, de faire des centres de formation. Donc, c'est tout ce que j'ai appris aussi, le message que je fais passer aussi à ces jeunes joueurs-là. Donc, c'est vraiment formidable. Notez que cette caravane prend fin le 20 juillet avec l'étape des 3 quartiers. Encore du football, au début aussi de la 5e édition du grand tournoi de football dénommé Mambundu Mwele, lui, au stade non loin du jardin botanique pour la première journée. Seules les équipes de catégorie inférieure étaient à l'honneur. Mouskoni Ngonomba. Aston Villa croisait le fer avec Ballon d'Or en bleu lors du match d'ouverture de ce tournoi dénommé Mambundu Mwele, lui, qui a regroupé 8 équipes. Ballon d'Or, impuissant face aux attaques d'Aston Villa, ces jeunes ont tout simplement laissé exploser leur talent en infligeant ce score lourd de 4-1 à Ballon d'Or. La préparation n'a pas été bonne, puis comme nous sommes rentrés, la première mi-temps n'a pas été favorable pour nous, nous sommes repris. La deuxième mi-temps, mais l'arbitrage aussi n'a pas été équilibré dans ce match. Le prochain match, j'aimerais que on va bien s'organiser pour répondre à cette défaite. On va reprendre et je pense qu'on va gagner le prochain match. Le prochain match, on rejoint comme on a joué aujourd'hui et faire notre travail encore parce qu'on ne sait jamais ce que nous prépare. Accroître la formation de ces jeunes joueurs gage d'une meilleure génération de talents qui pourront pourquoi pas frapper aux portes des catégories supérieures de l'équipe nationale dans les toutes prochaines années. Voici la vision insufflée par les responsables de ce tournoi qui espèrent voir ces différents talents atteindre leurs rêves. Dans la rubrique Expression libre, la question est tout aussi sportive. Elle a été posée par Ulrich Simela, à savoir: que pensez-vous de l'assistance vidéo lors de la Coupe du Monde Russie 2018? J'ai pas grand chose à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que l'arbitrage vidéo ne devait même pas exister. En tout cas, moi, je pense que c'est pas intéressant. L'arbitrage vidéo, c'est tout un désordre parce qu'on ne devait pas seulement faire l'arbitrage vidéo pour les pénaltys. L'arbitrage vidéo, si vous regardez, ça ne concerne que les pénaltys. Il y a des fautes qui concernent les coups francs, mais il y a d'autres fautes qu'on regarde même au milieu de terrain, on néglige parce que on ne regarde même pas l'arbitrage vidéo. En tout cas, ça, c'est quelque chose à revoir. L'arbitrage vidéo, c'est pas... Non, c'est pas mauvais, c'est bon. C'est bon, même si ça favorisait certaines équipes, mais c'est bon, c'est pas mauvais. J'ai vu que l'arbitrage vidéo, c'était vraiment un n'importe quoi. En principe, si on pouvait essayer de voir à l'avenir, comment on peut essayer de voir, puisque on a vu à l'exemple il y a mis quoi là? À la finale, c'était le penalty. Le penalty qu'on attribue à la France, bon, c'était vraiment plus un penalty en tant que tel. Et c'est surtout ce geste qui a peut-être donné... oui, c'est ça. Donc, à un peu moment, on a vu qu'à partir du penalty, les Croates n'étaient vraiment plus dans le match. Et puis, en tout cas, je crois qu'ils vont essayer de voir comment on peut arriver à voir ça. Au niveau de l'arbitrage vidéo, les arbitres étaient loyaux, c'est tout. Il n'y a pas eu d'erreur, ils ont bien fait leur travail. Bon, l'arbitrage vidéo, je trouve qu'il y a eu beaucoup de lacunes quand même. Il y a eu beaucoup de lacunes. Le match Nigeria-Argentine, par exemple, il y a eu beaucoup d'anomalies. Ainsi se referme ce journal de la soirée sur TVS. Merci d'avoir été des nôtres.